2/3 des commerciaux maîtrisent mal les fondamentaux de la vente. C'est pour les aider que j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente. Profitez des conseils et astuces des meilleurs coachs, formateurs, directeurs commerciaux et startups pour performer dans la pratique commerciale. Ce podcast est soutenu par l'entreprise Vive, qui a créé la première plateforme française de Sales Enablement, la conjugaison entre le coaching, la formation et la création de contenu pour améliorer les performances des commerciaux. Faites-moi signe si vous voulez tester. Je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'accueille Maxime Paris. Maxime, salut. Bonjour Alexandre. Donc Maxime, tu es le fondateur de l'entreprise MyBizDev. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous expliquer ce que tu fais rapidement avant qu'on aborde le sujet du jour ? Yes, avec grand plaisir Alexandre. Du coup, moi je suis Maxime, pareil, tu l'as très bien dit, fondateur de MyBizDev. Moi je suis business développeur depuis maintenant, tout le temps je dis 10 ans, mais ça y est, j'ai passé la crise de la trentaine, ça fait 12 ans maintenant. Et moi je suis bizdev depuis la sortie de mon lycée. J'étais au lycée, j'ai pas eu mon bac, je suis tout de suite parti dans les services commerciaux. Ouais. J'ai fait 2 ans chez Xerox. Ouais, très bonne école. Ouais, c'est une bonne école, Xerox. Tu vois, Xerox, c'est vraiment une école de sales, en fait. Chez Xerox, on apprend les techniques de vente, en cycle court. Et moi, j'attaquais des cibles TPE et PME. D'accord. J'ai fait ça pendant 2 ans. Après, je suis monté sur Paris. Là, j'étais plus un compte manager, donc gestion de portefeuille client. Et pour l'entreprise, c'était Mars Chocolat. Donc, je m'occupais d'Auchan, de Leclerc, de Carrefour pour les marques Mars, Twix, Snickers, M&M's. Donc, tu vois, déjà, même ça, c'est 2 expériences, même si c'est bizdev, qui sont complètement différentes en termes de métier et de rôle, tu vois. Et oui, Après ça, j'imagine ouais. que Mars Chocolat, là aussi, tu as pas mal de formations sur le métier de commercial. Bah oui, clairement, tu vois, la grosse différence par rapport à un Xerox, c'est qu'en fait, Xerox, on faisait que de la chasse. On vend du copieur, c'est du B2B services, il faut que ça close. Mars, c'est complètement différent parce que moi, là, je gérais un portefeuille de 25 hypermarchés et il n'y avait pas de chasse. Mais 25 clients, j'étais vraiment sur de l'account management. Donc là, c'est plus comment faire de l'upsell, comment gérer la croissance, comment gérer les relations avec les clients pour générer des affaires. Ah oui, donc tu as vu ces deux faces-là dont on va parler aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, complètement. C'est pour ça que je détaille un petit peu le sujet. Et tu vois, juste après ça, j'ai beaucoup travaillé en termes de 2 ans. Tiens, j'ai fait 2 ans chez Companeo. Là, j'étais en corporate sales, commercial grand compte, donc je pouvais faire des deals avec des grands des télécoms, des Bouygues Télécom, etc. Et je leur vendais des campagnes marketing. Donc là, c'était plus de la vente complexe sur des cycles plus longs, à remonter des organigrammes de top managers. Ok, très bien. Tu vois. Très bien. J'ai monté une première boîte, ecobill.fr, qui a eu un succès moyen, et ensuite du coup j'ai monté MyBizDev, qui est une société spécialisée dans le recrutement, le coaching et la formation des business développeurs, avec une spécificité du coup sur le recrutement, qui est celle que nous on juge uniquement les commerciaux à leur performance et pas à leur CV, c'est-à-dire qu'on fait pas d'entretien d'embauche. Ah oui, original. Original, mais on a quand même remplacé ça, si tu veux, par un parcours qui dure 5 jours, qui s'appelle Darwin, où seuls les plus forts survivent. Tu vois, je reçois des candidats, les candidats ont un projet test et je les teste sur 8 épreuves du sales. Ah oui, ok. Donc déjà là, on parle de spécialisation parce que je vais avoir des épreuves en gros hacking, prospection, début de funnel, j'ai des épreuves en closing, j'ai des épreuves en account, et moi ça me permet déjà à la fin des 5 jours d'avoir vraiment les compétences du bizdev et de comprendre ce qu'il veut faire pour faire après un matching parfait avec mes clients. D'accord, très bien. C'est vraiment top ça, les 8 épreuves. Seuls les plus forts survivent. Ouais. Quand t'es dedans, pas toujours, hein, faut pas croire. Le taux de réussite, il est 50%. Donc t'en as la moitié qui trouve ça top, Et l'autre l'autre moitié, moitié, ouais. c'est un peu plus dur. Ouais. Et du coup, tu en as parlé un peu là Mm. en intro. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait un peu différents postes de commercial. Aujourd'hui, le thème de l'épisode, c'est comment spécialiser ses forces de vente Mhm. pour avoir une équipe commerciale performante. Pourquoi ça, donc c'est toi qui as choisi le sujet. C'est un sujet Ouais. qui m'intéresse beaucoup aussi. Pourquoi c'est un sujet important pour toi, Maxime ? Parce que pour moi, suivant le stade d'avancée de ta startup, spécialiser son service commercial, c'est la clé de la performance. Forcément, dans le métier de bizdev, tu peux avoir un panel de tâches qui est plus ou moins large et tu concentres tes forces sur là où elles sont les meilleures.
Tu vois ce que je veux dire? Donc après, tu as ton service commercial. Des fois, on peut même parler un peu de taylorisation, tu vois, de spécialisation dans cette terme de tâche-là. Mais c'est vraiment ce qui te permet en fait de passer un cap et de passer au niveau supérieur. Si on prend un exemple, moi chez Xerox, j'étais un sales. Donc on me dit c'était de closer des comptes, faire du closing. Mais si on prend une semaine type, 40% de mon temps était dédié à la prospection. Tu vois, typiquement, lundi et mercredi, on faisait que du phoning. L'objectif, c'était de pouvoir poser 15 rendez-vous semaine. Donc, il nous restait 3 jours, mardi, jeudi, vendredi, où on faisait 9, 11, 14, 16, 18 en rendez-vous. Et si on voit ça, pour quelqu'un où la fiche de poste est de vouloir vendre, bah, la moitié de son temps, on vend pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et donc forcément, quand tu as des équipes commerciales, ça peut générer de la frustration. Et nous, on le voyait dans des boîtes comme Xerox, on avait néanmoins, Xerox est affilié, je parle pas que pour eux, mais on avait néanmoins des forts taux de turnover. Ça engendrait du stress en fait au niveau des équipes sur la fiche de poste, sur les objectifs, etc. Ce qui était intéressant quand on regarde un petit peu l'évolution des systèmes de vente, c'est quand les startups se sont intéressées à ce sujet-là. Ouais. Notamment avec, tu sais, toutes les nouvelles méthodes de gros hacking, d'automation, de scrapping, où du coup ces postes de prospection-là sont devenus pas des postes chronophages, mais se sont transformés en postes stratégiques. Oui, avec Tu vois, finalement des métiers dédiés à la prospection, quoi. bah oui, des métiers dédiés, ou même en termes de tâches qui étaient beaucoup plus intéressantes. C'était pas juste faire des calls. Derrière, il fallait cibler ses prospects, faire des listes, avoir des techniques d'accroche par mail, brancher les CRM, automatiser les choses, plus bien sûr faire des calls, découvrir les besoins, etc. Donc en fait déjà le poste-là est devenu plus intéressant et on a pu quand même commencer à différencier les deux services. Et là, on a commencé à voir ces services-là qui ont commencé à exploser tout simplement. Et même les premières boîtes qui ont mis ces services-là en place, quand tu les as vus, c'était même pas les startups françaises, c'était les startups américaines en fait. Et oui, c'est toujours. Les Salesforce, les LinkedIn, les HubSpot, les Pipedrive, ils ont commencé à s'organiser comme ça déjà depuis 5 ou 10 ans. Et en fait, la mode a commencé à venir en France au fur et à mesure. Ouais, ils ont toujours quelques années d'avance sur la vente, hein, les Américains, où ils sont toujours un peu en avance sur nous. Mhm. Ouais, Et clairement. tu as parlé donc de start-up et de boîtes traditionnelles. Bien sûr, on va développer le sujet, mais c'est déjà un premier point, c'est de cette spécialisation dont on va parler. C'est souvent pas le cas dans des boîtes traditionnelles, où c'est souvent, comme tu faisais chez Xerox, un commercial qui fait tout. Ouais, clairement. Et c'est intéressant comme sujet parce que du coup, moi, je suis très lié aujourd'hui. 95% de mes clients sont des startups et on commence à avoir de plus en plus de clients de l'industrie traditionnelle pour des Ouais. missions de recrutement, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ancienne génération, quand on leur parle de SDR, gros hacker, automatisation, ils regardent encore ça avec des gros yeux. Ouais. Ça nous laisse encore peut-être à nous, les startups, quelques facteurs clés de succès de différenciation dans nos équipes commerciales. Tu sais, il y a toujours un peu ce truc du tiens, est-ce que le mail ça marche, est-ce que l'automatisation ça marche? Nous, c'est le téléphone, tu vois. Oui. C'est des questions qui n'ont pas lieu d'être parce qu'en fait, ils font une sorte d'opposition entre la vente et la lead generation, alors que ces services-là devraient être ensemble, tu vois. Ouais, d'ailleurs, le téléphone, effectivement, c'est un sujet il faudrait que j'aborde dans le podcast, mais ça peut être aussi le défaut des startups d'oublier aussi cet outil qui est un outil hyper efficace quand on sait l'utiliser et quand on le complète avec les techniques de gros hacking. Ouais, clairement. Et tu le vois même pour les startups les plus performantes dans le B2B. Tu vois, les startups en ce moment qu'on voit en France qui cartonnent, que ce soit, je sais pas moi, les Aircall, les Payfit, Ouais. que ce soit du Brigade, etc. Je veux dire, ils sont déjà tous organisés sur des services de SDR et de sales. La question, elle se pose même pas, tu vois. Ouais. Mais dans ces boîtes-là, même cette culture du sales, peut-être à contrario d'autres startups, c'est que les fondateurs portent cette culture du sales. Ouais. C'est des pro sales. Il y a une culture du business dans ces boîtes-là, tu vois. Et d'ailleurs, oui, j'avais vu une stat. Alors, c'est start-up États-Unis, françaises confondues, mais les start-up en hyper croissance et qui aujourd'hui dans le monde, c'est souvent des start-up effectivement qui ont une spécialisation des équipes sales hyper développées. Ouais, clairement. Et peut-être que tu vas nous en parler, mais il y a des bouquins, notamment, moi en ce moment je lis beaucoup les bouquins de la boîte Winning by Design. Mhm. Donc c'est pas des Américains, je crois que c'est un Hollandais le fondateur. Ok. Et lui, parle de toutes ces spécialisations-là.
Il y a des vidéos sur YouTube, vous irez voir. Et il explique ça. Hein. Il explique que bien sûr, les Salesforce, ça a commencé avec Salesforce, qui a beaucoup, HubSpot ensuite, qui a pris le relais, qui ont beaucoup travaillé le sujet et aussi théorisé le sujet. Ouais, clairement. Parce que même en fait, dans la définition de la fiche de poste, imagine, tu fais du recrutement, business developer, aujourd'hui, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ouais. Suivant les jobs, les bizdev peuvent avoir des tâches complètement différentes suivant la vision de la boîte. Et donc même de spécialiser, de structurer son service commercial, ça permet de donner une vision claire sur les tâches des collaborateurs, sur leurs objectifs, sur comment ils peuvent monter en compétences. Même cette chose-là doit être le socle au final, la base de travail pour tout service commercial. Tu vois ce que je veux dire? Typiquement, on a même une nomenclature pour ça. Tu vois, pour moi, le bizdev, quand je prends le bizdev pour moi c'est le noyau brut. C'est c'est le noyau, c'est un diamant brut. Et quand je prends même des juniors, mon métier en tant que recruteur ou en tant que manager, c'est de venir polir leurs facettes. Tu sais, un diamant brut, ça a de la valeur, mais en soi, ça a que la valeur, ça en a pas à l'état actuel. Et moi, Oui. mon métier, ça va être de venir polir leurs facettes pour donner le plus de valeur possible. Donc, d'un côté, on peut retrouver les postes de gros hackers SDR. C'est ceux qui savent automatiser la prospection, générer des leads, faire des listes, faire des first calls pour qualifier les projets. Ouais. Ensuite, on peut avoir les sales. Les sales, chez moi, c'est ceux qui sont capables au téléphone de closer des TPE ou des PME en vente cycle vente court. Ouais, alors souvent on les appelle peut-être les account exécutifs, tu utilises un peu ce terme? Bah justement, moi j'ai fait ma nomenclature Ah, tu as fait ta propre nomenclature. pour que ce soit pour tout le monde et pour pas vu qu'on fait du recrutement et du coaching, Oui, qu'on que parte sur X définitions parce que tu t'en rends compte qu'au final, des job titles de BizDev, pas... tu vas en trouver une cinquantaine, tu vois. Et oui, Mais on donc... pourrait comparer ça à la compte exécutive d'autres sociétés, tu vois. Ok. À côté de ça, moi j'ai mis en parallèle le corporate sales. Okay. Là, ça va être des cycles de vente complexes, capables de faire des propositions commerciales sur mesure face à des top managers, souvent utilisés pour des projets très techno, tu vois. Ouais. Donc, Très tech, donc que tu peux comparer au key account. Des boîtes l'appellent le key account manager, celui-là. Ouais. Donc tu as le SDR qui, on va dire, qui prospecte, qui génère les leads, qui fait souvent l'entretien de découverte, la qualification aussi. Ouais. Ensuite, tu as le sales, ou pour certains, l'account exécutive, ou le corporate sales si c'est de la vente complexe, qui lui va closer. Il va closer, ouais, clairement. Ensuite, vas-y. À côté de ça, tu peux retrouver le profil qui arriverait après. Ça serait à la rigueur d'un account manager. C'est celui qui va s'occuper du client. Ouais, une fois que la vente est faite. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a 10 ans, quand on parlait de service commercial, on avait coupé qu'en deux. On appelait ça, tu sais, chasseur ou éleveur. Ah oui. Chasseur-éleveur. Et l'account, c'était l'éleveur. Et le sales, c'était le chasseur. C'était un peu les deux. On les avait découpés comme ça, tu vois. Donc l'account, ça peut être l'éleveur. Donc là, on a déjà 4 facettes métiers. À côté de ça, on pourra avoir peut-être des métiers qui sont plus transverses, qui chez moi sont aussi des bizdev à prendre avec des pincettes. On peut avoir le customer success, lui aussi, amené à faire des affaires. Oui, avec. Il va être sur de l'upsell. C'est ça. Donc on aide un client existant et on lui propose d'autres fonctionnalités, d'autres produits. Et ce que tu appelles l'upsell. Ouais. Ouais, typiquement. Tu vois, le customer success, lui, par rapport à un account manager, c'est que pour moi, l'account manager, il gère le portefeuille client, il va être proactif, rappeler les clients et rentrer dans le cœur métier et vraiment, il a pour mission de vendre en plus. Oui. Tu vois, et de faire de la croissance. Le customer success, j'ai une vision un petit peu différente, c'est que lui, il va récupérer les demandes entrantes. C'est celui qui sera peut-être tout le temps disponible suivant les urgences du quotidien et c'est celui qui va accompagner les clients, mais aussi en termes techniques. Il est au plus près des opérations pour faire mieux utiliser l'outil, pour qu'il y ait de l'adoption, etc. Donc après, il peut tenter des upsells par opportunité, mais lui peut aussi interagir très rapidement avec l'équipe produit, tu vois. Ouais, et c'est vrai que souvent, ces postes-là, account manager, customer success manager, quand on développe une boîte et qu'on est tout seul au début, on va en parler, hein, et qu'ensuite on embauche des sales, souvent ces postes-là viennent à la fin, une fois qu'on a un peu plus d'argent. Mais c'est pas toujours une bonne logique parce qu'en fait, ces gens-là permettent de renouveler les clients existants. Et on sait que c'est beaucoup plus facile de renouveler un client existant que d'aller en chercher un nouveau. Mais c'est pas une logique facile à avoir, notamment en France, hein, de mettre son investissement, son argent sur ces postes-là dès le début. Ouais, clairement. Et puis il faut aussi en avoir la valeur. Avant de gérer les clients, il faut déjà avoir des clients. C'est ça.
Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de la chronologie? Parce que bien sûr, quand tu commences une entreprise traditionnelle ou une start-up, Mm. tu commences tout seul et tu es un bizdev, ce que souvent on appelle les full stack bizdev, pour ceux qui aiment les Ouais. anglicismes. Est-ce qu'on peut reprendre un peu les bonnes pratiques en fonction de la croissance de sa boîte? Mais clairement, clairement, avec grand plaisir. Surtout que tu sais, moi, de par en plus de mon entreprise, moi, je suis mentor d'une vingtaine d'incubateurs en fait sur Paris. Ah oui, ok. Mentor en BizDev, donc j'ai l'occasion de côtoyer justement, mais des centaines de start-upers chaque année qui sont à leur première phase de développement. Donc c'est des sujets que je traite avec au quotidien, que ce soit l'incubateur HEC, Agoranov, Wilco, Willa, Paris Pionnière, etc. Tu D'accord. vois. Et déjà, il y a une première phase, avant même de parler de spécialisation. Pour moi, déjà, le fondateur, ça doit être le meilleur vendeur. Tu vois, Ouais. des fois, moi, j'ai des fondateurs, ils me parlent déjà de spécialisation. Mais Max, est-ce que tu crois que là, faut faire SDR, sales, account, etc. Mais je leur dis, les gars, prenez un petit peu de recul. Déjà, ce qu'il faut, déjà, c'est vendre. Et peu importe le système que toi, tu vas mettre en place. Déjà, tu dois, toi, en tant que fondateur, avoir mis les bases de ce système-là, parce que demain, quand tu vas faire entrer des gens dans ce process-là, il faut que tu puisses les piloter, il faut que tu puisses les coacher, il faut que tu puisses montrer l'exemple, tout simplement, faire les bases du management. Peu importe ton profil, même si tu es un tech, faut se faire violence et sortir de la zone de confort. Donc déjà, en tant que fondateur, il faut passer par ces étapes-là, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu peux avoir deux cas problématiques. Tu peux avoir la boîte qui a un ou plusieurs fondateurs qui sont pas très bons sur la vente de leurs produits, mais qui sont des très bons techniciens. Mais tu peux Ouais. aussi avoir la boîte où le fondateur est très bon dans la vente de son produit. Et une fois qu'il embauche son premier commercial, bah, le premier commercial, il n'arrive pas à vendre aussi bien que le fondateur. Ça arrive aussi, ça. Ouais, c'est sûr. Et peut-être, tu vois, ça, comment on pourrait voir cette chose-là? C'est que la spécialisation, pour moi aussi, elle se fait pas forcément comme dans le livre, elle se fait en fonction de la situation du Ouais. moment. Et des fois, il faut pas forcément vouloir aller trop vite. Forcément, quand tu es fondateur et que tu t'occupes de tout, il y a un moment où il faut que tu délègues les parties les plus chronophages de la vente, c'est-à-dire, on pourrait dire la partie SDR, gros hacking, génération de leads. Et pourquoi tu as besoin de faire ça? Bah, parce que vu que tu commences à avoir des clients, à faire du MRR, du revenu récurrent, bah peut-être que tu vas avoir envie d'aller lever des fonds. Aller lever des fonds, c'est aussi un boulot en soi, tu vois. Ah oui. Donc tu te libères 30% du temps de prospection en client pour aller passer 30% de prospection en fonds d'investissement. Tu Ouais. vois ce que je veux Et dire? puis, moi, enfin, voilà, je l'ai vécu hein, moi, en décembre, donc il y a un mois, Ouais, j'ai commencé à aller chercher, à voir des investisseurs pour ma boîte. Et du coup, ben, j'étais plus sur la partie commerciale. Et du coup, ça a impacté très vite bah, la croissance de l'entreprise. Donc, c'est vraiment, on est sur un fil et il faut savoir déléguer et savoir transmettre les bonnes pratiques. un fil de funambule. C'est ça. Il faut pouvoir arriver au bout, quoi. Parce que, oh, si, tu vas me dire, en France, on a des harnais quand même, quoi. On va pas tomber 30 mètres, Oui. mais l'enjeu, c'est quand même c'est quand même d'arriver au bout. Et comment t'avais fait alors, toi, du coup? Tiens, je te repose la question. Je sais pas si c'est le but, mais ça m'intéresse quand même, du coup. Bah, alors pour l'instant, bah, j'ai repris tout de suite le côté commercial ce mois-ci, là en janvier, et le Ouais, côté investisseur, je l'ai un peu mis en stand-by, mais je vais le reprendre. Je vais essayer ok. d'avoir une approche plus structurée, mais je me suis très vite, attention, faut rester focus quand même sur le développement de sa boîte. Et je me Ouais. suis dit aussi, c'était pas un gros montant que je voulais aller chercher, donc je me suis dit, tu peux aller chercher ce montant auprès de tes clients et te focus sur ça. Et les investisseurs viendront justement quand tu auras chopé des belles références, plus de clients, etc. Ouais, Ouais. clairement, parce que bon, les clients, ça reste quand même la meilleure source de financement, tu vois. Oui, Et c'est vrai que si toi, tu pars en levée de fonds, tu peux pas te permettre, en fait, d'avoir un tableau de bord qui fait de la décroissance. Donc, en fait, tout de suite, vouloir se spécialiser et déléguer sa partie closing à un sales, ça peut avoir des forts enjeux, en fait. Parce que s'il tourne pas aussi vite que toi, ouais, et il tournera pas aussi vite que toi parce qu'il aura pas la parole du fondateur et ta légitimité, et forcément, il aura aussi une phase de ramp-up, c'est-à-dire de monter en compétences, bah, ça, il l'aura pas tout de suite. Donc, et tu vois, ouais. ce qui peut être smart au début, c'est de se prendre un profil peut-être plus junior, voire un stagiaire plus, et commencer à se répartir les tâches pour que lui puisse reprendre en main toute la partie prospection et automatisation et générer des leads pour le fondateur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, c'est exactement ce qu'on a mis en place. Alors nous, en plus, avec notre outil, on filme nos visios et nos calls, on capture Ok, nos visios et on se les partage pour que mon sales puisse avoir le discours que je porte, et puis que moi, je puisse le revoir pour le corriger. Donc tu vois, on essaye de ouais. faire les choses bien.
Bah, cette phase-là, tu vois, et c'est hyper important que tu abordes ce sujet-là, Alexandre, parce que je pense que c'est un sujet clé, c'est que toi, tu t'es donné le temps de le montrer, de le coacher, de lui faire du feedback, tu vois. Et Ouais. ça, c'est un moment qui est hyper important quand tu délègues ça. C'est que dans tous les cas, quand tu spécialises surtout au début, il faut consacrer du temps à ses collaborateurs, tu vois, pour qu'ils comprennent ce que tu as attendu, etc. Et pas partir tête baissée dans ses closings et fonds d'investissement. Donc, il y a une petite étape comme ça de on peut pas faire avec lui, ouais, clairement. Ouais, mais ça peut être piégeux hein, comme situation parce qu'effectivement tu te dis c'est bon j'ai un sales, il va closer à ma place et en fait ça se passe jamais comme ça. Il faut absolument comme tu dis l'entraîner, passer du temps, lui faire du feedback et il va avoir une phase de formation, ce que tu appelles le ramp-up. Ouais. Donc ça c'est très important. Ouais. Ce qui peut être intéressant aussi, imagine, après tout dépend des budgets de chacun, mais quand tu vas commencer à te spécialiser, là on parle de se spécialiser, mais là on parle d'une équipe de deux ou un fondateur qui délègue. Hein. On n'est pas encore dans de l'hyper personnalisation de services commerciaux de 20 personnes. Ouais. Mais juste un petit détail, ça peut être intéressant même si tu prends jamais du stagiaire d'en prendre deux, tu vois. On sait que c'est des postes qui sont chronophages. Toi, tu pars en rendez-vous clientèle. Les gens, ils sont efficaces aussi quand ils ont un petit binôme pour se challenger. Ouais. Astuce. Deux stagiaires via le quin. Je sais pas si ça se dit, ça pourrait être une nouvelle doctrine. Ouais, alors moi j'ai Après fait, ça. alors c'est pas des stagiaires, c'est des salariés, mais j'en ai fait un plutôt sur l'outbound qui va chercher des Mhm. leads, qui va prospecter, et un plutôt sur l'inbound qui va créer du contenu, essayer de générer des leads. Alors peut-être que c'est un peu tôt, mais je crois beaucoup à l'inbound et de plus en Ouais. plus, hein, tu vois de plus en plus de leads arriver parce que tu fais du contenu de qualité. Ouais. Le podcast en fait partie, bien sûr. Bien sûr. Et ok, très bien. Bah, donc là, tu nous as donné déjà quelques pistes. Comment ça se passe ensuite, une fois que ta boîte connaît la croissance, rencontre les premiers clients, t'embauches tes premières équipes commerciales? Est-ce que tu as des bonnes Ouais. pratiques là-dessus? Ouais, bien sûr. En fait, tu vois, imagine là, tu as fait ta levée de fonds, tu déroules. Généralement, quand tu lèves des fonds, ça va être pour faire du recrutement et agrandir ton équipe. Et ton équipe, elle peut là augmenter d'un coup. Tu vois, donc imaginons, tu étais à des deux bizdev, un outbound, un inbound. Toi, tu vas reprendre trois personnes en plus. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc forcément, tu vas avoir déjà un enjeu d'onboarding avec les nouveaux, mais tu vas même avoir un enjeu de projection avec, tu sais, le premier qui fait de l'outbound. Aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh oui. Comment l'intégrer maintenant dans cette nouvelle équipe commerciale? Tu vois ce que je veux dire? Qui va prendre quel rôle? Ouais, et puis tu peux avoir des surprises parce que tu peux te dire, en fait, le gars qui faisait la prospection, donc le SDR, il était content et efficace dans son job, donc il va le rester. Et en fait, quand tu lui parles, il va te dire, bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de closer les deals, tu vois, Ouais. ou de les gérer. Ouais, clairement. Et tu vois, suivant le niveau de montée en compétences, des fois la suite elle est logique. Hein. Le SDR il est très bon. Tu vois qu'il a une appétence commerciale. Tu vois peut-être que même toi, quand tu l'accompagnes en rendez-vous, peut-être qu'il a repris la main sur des plus petits deals. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tout naturellement, il mérite de monter. Après, quand tu vas vite, tu peux avoir un enjeu aussi qui arrive rapidement, c'est que lui comprenne sa nouvelle fiche de poste. Ouais. Tu vois, quand t'es une petite boîte et que lui il faisait SDR mais qui côtoie le fondateur du matin au soir, donc forcément il est lié aux questions stratégiques, il faut pouvoir faire vraiment ce changement de fiche de poste et qui retombe pas du coup sur la zone de confort entre guillemets du premier poste. Tu vois ce que je veux dire, du SDR. Et c'est ça où il y aura un vrai enjeu d'intégration avec les nouvelles équipes commerciales, lui faire comprendre que maintenant son métier il change. Généralement sa fiche de poste elle change, que ses packages ils changent, etc. Tu Ouais. Il y a un peu notamment sur des boîtes peut-être plus traditionnelles, un côté, parfois je l'entends moi, c'est de changer d'interlocuteur par rapport au client. vois. Donc Mhm. certaines boîtes te disent oui mais c'est compliqué pour un client de passer d'un SDR à un sales, donc de deux interlocuteurs, voire un troisième s'il y a la vente qui se fait. Ça, Mhm. est-ce que tu peux un peu désacraliser cette croyance ou qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Ouais, clairement. Est-ce que tu peux mettre un contexte? Ça Ben, m'intéresse. par exemple, les boîtes traditionnelles ont l'habitude, par exemple chez Xeros, que la personne Ouais, prospecte, appelle à froid, fasse le rendez-vous, fasse le closing et le suivi. Et ouais, si on met en place une nouvelle organisation de spécialisation, bah, ce sera une personne qui va faire l'appel à froid, une autre ouais, personne le rendez-vous, et puis une fois que la vente est faite, ce sera une troisième personne qui va s'occuper du client. Et bah, ouais, Xeros peut te dire, ouais, mais moi, mes clients veulent pas trois personnes en interlocuteur. ouais. Cette question-là, elle est hyper intéressante. Et je pense que cette question-là, elle se prend même avec des pincettes parce qu'une fois de plus, tout va dépendre de la situation.
Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de C'est qu'on vend l'environnement. ouais, de l'environnement, de quel type de produits et services on vend et de quel est notre cycle de vente. On peut même se donner, tiens, 2-3 situations pour les Ouais, comparer, ces choses-là, tu vois? C'est que moi, généralement, moins le client a d'interlocuteurs, plus il va créer du lien avec eux et plus il sera fidélisé. Tu vois? C'est plus simple, pour tout le monde. C'est souvent ce qui se passe au début. Ton bizdev, il fait la chasse, il a ses clients et après il garde ses clients. Tu vois. ouais, Moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, quand je fais les transitions, c'est que c'est des trucs cons, mais en fait, c'est humain. C'est que quand tu prends des habitudes avec les gens, des fois, tu peux, j'ai pas envie de dire baisser ton niveau de service, mais peut-être prendre des aisances, tu vois. Ou peut-être que ton client qui te connaît tellement bien, il ose plus te dire les vraies choses. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être toi, qui connais tellement bien ton client, tu vas plus lui poser les bonnes questions et tu te rends pas compte qu'il a évolué et ouais. qu'il a besoin de plus ou de changement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien moi spécialiser justement les sales des account managers parce qu'un nouvel account manager, au bout de 6 mois ou au bout de 8 mois, il va reprendre le client pour faire une sorte de bilan. Tu vois, moi je vois des services commerciaux où le sales il peut s'occuper. Tu vois, t'as des sales aussi, ils peuvent faire gros hacking, ils closent leur deal, ils s'occupent de leur deal pendant les 2 premiers mois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et après, au bout de 2 mois, là, le client, il va partir chez l'account manager, qui va pouvoir refaire un bilan et le refaire monter en compétence, ce client-là, en termes de base de connaissances. Et oui, c'est pas mal comme ça. Effectivement, il fait un point sur les 2 premiers mois d'utilisation. Ouais. Et t'as même des profils de bizdev, hein. T'as des profils de bizdev qui vont te dire, OK, moi, j'aime bien la chasse, mais m'occuper des clients, au bout d'un moment, bon, c'est pas là où je suis le plus performant, donc Ouais. moi, je veux vraiment rester en chasse. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ouais, typiquement, tu vois, moi je suis un peu comme ça. J'aime bien aller prospecter de nouveaux marchés, mais moins de faire l'éleveur, quoi. Ok, ben ouais, clairement. Après, tu as des produits aussi qui s'y prêtent plus ou moins à faire de l'account management. Tu as des services SaaS, ils Oui, sont simples de compréhension. Il n'y a pas forcément une évolution des features pour faire de l'upsell. Le boulot, c'est de faire de la chasse, faut que ça rentre. Tu vois ce que je veux dire? oui, et puis tu as aussi des boîtes, comme tu dis, qui ont besoin de peu d'interlocuteurs parce que tu vends peut-être un produit hardware assez complexe. C'est compliqué de changer d'interlocuteur dans le produit, quoi. Ouais, typiquement. Et on peut même prendre mon exemple à moi. Tu vois, moi au début, je vends du recrutement et après, mes upsells possibles, ça va être le coaching et la formation. Oui, Tu vois. Euh, et en fait, vu que ça reste coaching et formation, ça reste de la prestation de conseil en quelque sorte. Je suis obligé d'avoir un sales qui s'occupe de ses clients et qui fait l'account manager. Parce que forcément, il va avoir une connaissance du service commercial et des enjeux et des collaborateurs à l'intérieur, que en fait, celui qui s'occupe de son client, ça doit rester le même. ah oui. Tu vois. Sinon, on connaît pas le fond et la forme, tu vois. Et même en termes d'agilité commerciale, c'est compliqué derrière de faire des grosses séparations comme quand tu vends du logiciel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par contre, je pourrais très bien séparer mon service de génération de lead de mon service après sales et account. Mais pour moi, mon sales, il doit aussi être account. Ouais. Donc il y a la théorie, les bonnes pratiques, mais aussi la réalité et l'appliquer à son environnement, sa réalité à soi. Et puis aussi, mais ça c'est un conseil qu'on donne dans quasiment tous les épisodes, tester des choses et puis mesurer et voir ce qui marche pas. C'est hyper important, c'est qu'en fait le livre il faut le faire en fonction de sa situation. Tu vois, j'ai vu moi des startups qui peuvent être une dizaine de collaborateurs, tous sont produits, un chargé de produit, ils lisent le bouquin sur la stratégie co et la spécialisation des compétences et ils se retrouvent finalement à se dire bah tiens il faut que les gars qu'on fasse SDR plus sales. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une chargée de produit, bah tiens maintenant tu vas faire du SDR et ils n'ont pas demandé son avis, tu vois. Ouais. Ouais, alors qu'elle aurait très bien fait une customer success ou un customer success, tu vois. Quelqu'un qui est bon en produit, qui a un bon relationnel. Ah bah tiens, maintenant on va te faire passer en chasse parce qu'on a lu le livre. Ouais, mais est-ce qu'on m'a demandé mon avis? Est-ce Ouais. qu'on m'a accompagné pour faire ça? Est-ce qu'on va m'accompagner dans ce changement de métier? Oui, on peut avoir Bah oui. vraiment des Donc des fois, son service, il faut le voir aussi en fonction de ses forces vives et de ses actifs. Ses actifs, c'est ses équipes au final. Tu as aussi des boîtes plus ou moins grandes, hein, qui vont spécialiser leurs sales non pas par cycle de vente, mais plutôt par métier. Oui. Tu vois, par exemple, moi je démarche par exemple le monde de la santé, le monde de l'industrie, donc je pourrais avoir Mhm. un commercial sur chaque métier. Et puis tu as d'autres Ouais. boîtes, ils vont spécialiser leurs sales par localité, région, pays. Ouais, T'en- t'en- c'est intéressant comme remarque. Ouais. C'est intéressant comme remarque. tu as vu des bonnes pratiques là-dessus ou c'est Ouais, et quelque ça chose serait, qui... ça serait,
ça serait même le fil conducteur. Tu vois, quand tu commences à te spécialiser aussi par métier, c'est peut-être là où tu as le corporate sales qui va commencer à apparaître. Ah oui. Le commercial grand compte. Parce que quand tu vas te spécialiser par métier, c'est quand tu vas vouloir déjà avoir une expertise métier, des use cases, que tu vas vouloir travailler ton réseau, que tu vas vouloir travailler aussi ton langage, parce que les métiers sont différents, et que tu vas vraiment pouvoir creuser en fait ton marché. Tu vois. Imaginons une startup qui se lance, il a monté un produit, un service qui répond à plusieurs cas d'usage, il peut commencer avec un gros hacker qui va venir ouvrir des opportunités d'affaires. Le sales va arriver et va les closer. Souvent, moi, je compare les marchés des icebergs. Donc ça, c'est la surface visible. Et il y a un moment où si on veut aller chercher 90% du potentiel d'affaires, bah là, on va aller creuser l'iceberg. Et là, ça va être le corporate sales qui est segmenté en termes d'activité Ah oui. ou zone géographique. Ouais, donc ouais, effectivement, donc tu peux, une fois que tu as passé une certaine étape, tu as fait tes preuves sur un marché donné. D'ailleurs, c'est un conseil que tu retrouves dans beaucoup de bouquins, ou par exemple chez The Family, hein, ils te disent essayez d'être très bon sur une niche. Et une fois que vous avez envahi cette niche et vous avez vendu sur cette niche, vous pouvez aller sur d'autres verticales. Ouais, Et, ouais, ouais, clairement. Mais tu vois, si on repart de services commerciaux, aujourd'hui, moi, je suis un fervent défenseur de séparer les services, génération lead, les sales. et oui, Et avoir aussi, du coup, des plans d'évolution de carrière et de coaching et de monter en compétences pour les collaborateurs qui puissent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour passer d'une case à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais, ouais. Donc sur le recrutement, toi, tes clients, ils te disent, bah, moi je veux un SDR, un account manager, ou c'est toi qui leur fais un peu de conseils aussi là-dessus, ou comment Ouais, ça se passe? ouais, c'est intéressant. En fait, moi, je vais avoir deux types de clients. Soit je vais avoir les scale-up qui ont déjà levé une fois ou deux fois des fonds. Le service commercial, c'est 20 personnes. Il y a un head of sales. Ouais, Lui, il a déjà structuré ces choses-là. Il va avoir besoin de profit. Sa fiche de poste est déjà établie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, l'enjeu de mon parcours Darwin, ça va être de certifier les compétences des BizDev, mais qui correspondent à celles où lui a besoin d'être performant. Tu vois. Après, par contre, là, on pourra faire du coaching et de la formation pour les collaborateurs en interne. À l'inverse de ça, je peux avoir des clients, ça va être des startups. Eux, ils vont prendre leur premier business développeur. ouais. Là, l'enjeu, il est complètement différent parce que suivant l'impétence au commercial du fondateur, peut-être que justement, on va devoir réviser sa fiche de poste, pouvoir le structurer et l'aider dans ces phases-là, tu vois. Ouais, donc si tu as un fondateur qui est très bon en closing, tu peux peut-être orienter ton premier bizdev en prospection, en SDR. Et, Ouais, et clairement, c'est la suite logique, tu vois. Après, une fois de plus, ou même des fois, tu vois, imagine un fondateur. Il est pas bon en commercial. Il y en a beaucoup en France, hein. En France, on n'a pas une culture de la vente, hein. On a plus une culture produit que de vendeur, hein. ouais, Je connais plus de patrons qui font des produits que de patrons qui vont vendre des produits, hein. ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois. Et souvent, ce qu'ils peuvent pouvoir se dire, c'est, tiens, vu que j'ai envie de déléguer, tu sais ce qu'on se disait avant, déléguer trop vite au closing. Là, j'ai envie de déléguer absolument toute ma farce commerciale. Peut-être qu'ils vont prendre déjà un profil plus senior. 5, 6, 7, 8 ou 10 ans d'expérience. Un corporate sales, ils disent, tiens, je vais prendre un corporate sales. Et là, au moins, je vais être tranquille. Ouais. Mais ils se rendent compte peut-être de quoi? Le corporate sales, c'est le premier arrivé. Il va rentrer dans une boîte où finalement, il n'y a pas de pipe, il n'y a pas de lead. Le corporate sales, il sait pas chasser, ou sinon peut-être qu'il savait chasser mais qu'il a plus le coude pour le faire. Est-ce qu'il est pas arrivé un peu trop tôt ce gros profil? Et oui, et puis le corporate sales, la Coûte plus vente cher. à des grands comptes, ça dure longtemps, ça prend du temps, quoi. C'est- Ça dure longtemps et le corporate sales, son package annuel brut, il va coûter plus cher, tu vois. Mm. Ouais. Et c'est là où des fois justement, plutôt que de prendre un gros profil, prendre les deux binômes, prendre deux personnes d'un coup, un peu moins capé ou un capé et un stagiaire pour qu'ils se fassent une équipe, ça peut aussi faire sens à ce moment-là. Ah oui. Donc toi, tu les aiguilles un peu sur ces solutions et parfois tu leur évites des erreurs qui peuvent te Ouais, coûter clairement. très cher, quoi. Clairement, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'au final, en fait, tous les problèmes sont toujours plus ou moins les mêmes, les enjeux. Oui. Mais par contre, les situations sont toutes différentes. Ouais. Et ça sert à ça, en fait, de prendre du recul sur tout ça pour derrière pour pouvoir proposer les meilleures solutions. Parce que j'aimerais bien, moi, avoir la solution magique, tu sais, la formule qui fait que ça marche bien pour tout le monde pareil. Mais celle-là, elle n'existe pas, quoi, malheureusement. Ouais, mais tu as raison hein, de dire. Par exemple, je suis sur Réseau Entreprendre, donc je côtoie des entrepreneurs vraiment de tout type de boîtes. Et souvent, la problématique commerciale, elle est récurrente. Souvent, il y a la gestion du temps de l'entrepreneur qui ne sait pas placer ses temps de prospection, etc. Et du coup, cette question justement d'avoir quelqu'un qui se charge de la prospection, ça devient primordial pour ces boîtes-là.
Et quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est quand tu deviens spécialisé, tu deviens aussi très bon sur ta spécialisation. Ouais. Parce que tu t'entraînes, tu ponces le sujet, les outils. Et ça, on peut l'oublier aussi. Quand on a un bizdev qui fait tout, bah, il est pas bon en tout, il est moyen en tout, quoi. Ouais, clairement. Clairement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Maxime, là on va arriver à la quarantaine minutes de l'épisode. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses sur le sujet spécialisation à partager ou on passe aux questions de la fin Bah moi, sujet spécialisation, je suis plutôt bon. Tu vois, on a parlé sectorisation des tâches, Mm. on a parlé différents profils de BizDev, on a parlé des enjeux, des phases d'avancement. On est plutôt pas mal, Alexandre. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, moi c'était très bien, très intéressant. Justement, la suite de ce qu'on a expliqué, c'est toi, tu t'es renseigné comment, tu as trouvé quel contenu pour apprendre plus sur ce sujet. Est-ce que tu as des vidéos, des podcasts, des livres à partager aux auditeurs? Mhm. Est-ce que tu Ouais, as... bien sûr. Moi, en termes de contenu, je suis quand même très terrain, moi. Tu vois, ne Ouais, serait-ce que mon parcours Darwin, de mon expérience, j'aime beaucoup mettre les mains dans le cambouis et je suis très pratique. Par contre, tous les contenus que je vais lire, ça serait plus des contenus d'actualité, tu vois. ouais, L'actualité, c'est tous les journaux de start-up, les French Web, les Whedon, les Madines, etc., etc. Où j'aime bien voir en fait les aventures des start-up. Ou sinon, si je regarde des bouquins d'entrepreneurs, j'ai préféré les biographies pour justement comprendre les situations à chaque fois, plutôt que les grands d'accord. schémas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Pour voir pourquoi ils ont pris ces décisions-là, tu vois. Qu'est-ce qui a fait dans leur quotidien, qu'est-ce qui a fait dans la vie de leur boîte qu'ils ont dû prendre ces décisions-là. Et ça m'aide généralement à comprendre. Donc je suis plus sur des bouquins pratiques que théoriques, tu vois. d'accord. Ok. Moi, ce que je trouve intéressant, ça serait de regarder l'actualité des head of sales qui sont en train de monter. Tu regardes les top 20 des startups SaaS en France. Mm. Les head of sales commencent à poster des contenus qui sont très intéressants. Et du coup, en fait, ces head of sales là, ils peuvent être dans les situations où sont nos boîtes aujourd'hui, en fait, tu vois. Donc, on peut vivre plus ou moins les mêmes problèmes Ouais, plutôt que d'ailleurs, d'aller regarder les bouquins d'américains, tu vois. ouais, d'ailleurs, la première saison, donc l'année dernière des Héros de la Vente, j'ai invité beaucoup d'experts, de coachs, de consultants, de formateurs. Et là, j'aimerais bien cette année inviter un peu plus de head of sales, de scale-up, qui se sont beaucoup acculturés aux pratiques commerciales outre-Atlantique. Donc, s'ils nous écoutent, bah, ils peuvent m'envoyer un petit message. Je les inviterai avec plaisir, quoi. Ok. Ça. Si t'en connais aussi, Maxime, n'hésite pas, hein. Ouais, bien sûr. Bon, bah, tu me diras en off qui il faut que je contacte. Yes. Je te ferai des mises en relation avec grand plaisir. Ouais. Avant-dernière question, Maxime, tu as des routines, toi, ou des outils qui te permettent d'être performant au quotidien? Ça peut être le sport ou des applis. Tu utilises quoi, toi? Ouais, ouais. Bah, si on parle de moi, pour être performant au quotidien, je suis un maniaco-dépressif de l'agenda, tu vois. Ah ouais, Ouais, je suis un fou furieux des plages horaires, matrice Eisenhower, gérer l'important et l'urgent, ça c'est chez Mars qui m'ont formaté oui, comme ça. Et pour moi, c'est essentiel de bien gérer justement ces plages horaires parce que tu me parlais de sport. Et moi, la vision que j'ai même du métier de bizdev, c'est que ce métier-là, c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu vois. eh ouais, Il y a peut-être des moments de l'année où il faut pousser un peu plus le jus, tu vois, je sais pas, fin d'année, fin de quarter. Mais pour moi, c'est important justement de pouvoir se libérer du temps, fin de journée, pour faire des fois autre chose, débrancher. Et c'est ce qui fait qu'on est performant le lendemain. Et d'ailleurs, tiens, c'est à midi, je me disais, c'est la première fois que je cite cette application. Je suis un gros fan de Jim Lib, bien pour le coup. ah ouais, Gymlib, ok. Ouais, c'est la première fois que je le cite dans les bouquins commerciaux. Je suis un gros fan de Jim Lib que j'utilise quasiment tous les jours, tous les 2 jours. Ouais, Ça, c'est pas commun pour un, tiens. Souvent, je parle de gros hacking, de HubSpot CRM, d'outils que j'adore comme Lamlis, tu sais, qui fait des séquences de mail automatiques, ouais. Raphaël, Code CRM qui fait du scrapping. Enfin, là, j'ai envie de citer Jimlib, tiens. Donc Gymlib, tu trouves des petits exercices que tu fais dans la journée. Bon, Jimlib, tu sais, c'est accès à toutes les salles de sport de Paris, donc c'est assez rigolo parce que sur Paris, t'as de l'escalade, t'as des salles de Ah oui, sport, de la course d'obstacles, du crossfit, du golf, t'as tout en fait. ah oui, d'accord, c'est plus pour repérer Du les vélo, endroits. Ok, ouais, pour faire du sport. ok, top. Bah écoute, j'irai voir, tu vois, je connaissais pas celle-là. Super. Et une des dernières questions, tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres podcasts, mais ça m'intéresse. Est-ce que tu as une vente qui t'a marqué que tu peux nous partager? C'est toujours intéressant d'avoir Ouais. un retour d'expérience là-dessus. Ouais, c'est clair. Depuis le temps que je fais du business, j'en ai quand même fait un paquet des ventes. J'ai peut-être pas une vente en termes de technique qui m'a marqué le plus, mais si je devais t'en citer une, ça serait ma toute première vente.
Celle-là, je m'en souviendrai toujours. Ouais. Ma toute première vente en tant que sales. Et même quand on était en formation, c'est que Xerox, il y avait un challenge de celui qui va signer le plus vite. Et mon tout premier rendez-vous, je me souviens, j'avais senti une tension. On travaillait beaucoup en one shot. J'avais pas signé mon premier rendez-vous. Ma première vente, c'est mon deuxième rendez-vous. D'accord. Et limite, tu fais ta déballe. Et quand tu dis, bon, on y va, on travaille ensemble. Peut-être tu t'attends à rien. Et ouais, ok, on y va, go. C'est là où, tiens, il a dit oui. Cette sorte d'émotion où, et même qui te donne le goût du métier au final, tu sais. Quand tu commences ces métiers-là, souvent c'est la première vente qui te dit putain yes. Tu sais, l'émotion que ça te procure, tu dis mais c'est ce métier-là que j'ai envie de faire. Ouais, de l'adrénaline. J'ai trouvé ma voie. Ouais. Et donc c'était une imprimante du coup. Ouais, c'était des copieurs. Et même cette adrénaline-là, tu vois, pour moi, les bizdev ou les fondateurs, en fait, c'est même peu importe tes années d'expérience, en fait, c'est comme des vieux chats, faut toujours jouer un peu, tu vois. Tu peux jamais te couper de la vente. Ouais. Pour retrouver ces petites émotions, ouais. Oui, bah après, dès que tu fais une vente, tu as toujours cette adrénaline. Hein. Enfin, et puis si tu deviens blasé, il faut du coup peut-être se poser quelques questions, mais je vois bien ce que tu veux dire. Écoute, Maxime, merci beaucoup pour ta dispo. Où est-ce qu'on peut te joindre si on veut te poser des questions justement sur la spécialisation ou sur le recrutement ou sur d'autres choses? Yes. Le meilleur canal pour m'avoir, je pense, c'est le site internet, mybizdev.io. Ouais. Il y a le chat, il y a le site internet, ou sinon mon profil LinkedIn, donc Maxime Paris, P-A-R-I. Ok, génial. En plus, tu es assez réactif. Moi, j'avais vu tes vidéos sur YouTube et je t'ai contacté sur LinkedIn et tu as gentiment accepté de passer sur le podcast. Avec grand plaisir, parce que autant nous, on est très ouverts à discuter. Tu sais, mon temps d'incubateur, etc. Faut pas hésiter à envoyer des questions, des messages. Ouais. On se fera un grand plaisir d'échanger. Ouais. Bon, génial. Écoute, encore merci. On t'appelle. Merci à toi, Alexandre. Ouais, on te suit sur les réseaux et puis n'hésitez pas à mettre une bonne note au podcast si vous avez aimé. Extra. Allez, à bientôt Max. À bientôt. Salut. Bye. Bye. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!